Bien, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. Visiblement, le message est passé en plénière. On a beaucoup plus de monde encore qu'hier. Donc on va essayer pendant cette heure et demie de vous initier. Je dis bien que c'est une initiation à l'entretien motivationnel, sachant que si vous voulez être formé, donc de nouveau on vous mettra les liens à la fin et c'est plutôt sur 3 journées pleines. Mais en revanche, ça va quand même peut-être vous permettre d'avoir quelques outils, donc déjà d'avoir un peu de théorie sur ce qu'est l'entretien motivationnel, et puis également donc, d'avoir quelques outils que vous pourrez utiliser assez simplement dans votre pratique et qui peut permettre déjà de changer un entretien avec un patient que vous pouvez avoir en face de vous. Donc je me représente, Aurélie Gaucher, donc je suis maître de conférence en psychologie de la santé et donc je me suis formée à l'entretien motivationnel et donc c'est une formation que je donne aussi à des étudiants en psychologie, en médecine, en pharma, voilà. Donc ici, on va essayer de vous partager ce qu'est un entretien motivationnel et quels sont les outils concrets à utiliser. Bonjour à tous, moi je suis Audrey Lehmann, je suis pharmacien au CHU de Grenoble. Je suis en thèse de sciences autour d'accompagnement du patient et de l'adhésion thérapeutique et également formée à l'entretien motivationnel. Et du coup, effectivement, je participe aussi à l'exportation de ces différentes techniques et qu'est-ce qu'on pourrait en faire au quotidien pour nous aider auprès du patient. On commence peut-être par une petite question. Oui. Vous êtes nombreux. Parmi vous, qui connaît l'entretien motivationnel? Ok. Maintenant, qui l'utilise? Qui l'utilise en pratique? Quelques mains levées. D'accord, ok. Vous pourrez nous faire part de votre expérience également, peut-être un peu à la fin. Donc on va essayer de vous faire 2 petits jeux de rôle, un au début, un à la fin. Donc on va essayer de garder un petit peu de temps aussi à la fin également pour les questions, mais pour un petit jeu de rôle de 5 minutes que vous ferez par 2. Et puis à l'intérieur de ça, on va également essayer d'être un peu dynamique sur les aspects théoriques et pratiques de l'entretien motivationnel. Alors les liens d'intérêt. Nous n'avons pas de lien d'intérêt directement en lien avec la thématique. Et donc c'est moi qui vais démarrer par un petit moment un petit peu désagréable avec vous. Parce qu'il faut que je vous réveille un petit peu et puis que voilà, je maintienne un peu l'écoute. Je vais vous demander de penser à un changement que vous envisagez ou un changement que vous avez eu du mal à effectuer ou un changement que vous devriez faire. Je vous demande absolument pas de partager avec nous ce changement, mais je vous demande juste de réfléchir, rien que pour vous, à ce changement. Est-ce que vous avez tous un changement que vous souhaiteriez faire ou qu'il serait bon que vous fassiez d'après ce que disent les autres, etc. Est-ce que vous avez tous l'idée, le truc? Ok. J'ai dit, je ne veux pas savoir ce que c'est, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Par contre, s'il y a quelqu'un qui n'en a pas à faire, je veux bien la recette magique, parce qu'on ne sait jamais. Je vais vous demander d'évaluer sur une échelle de 1 à 5 votre disposition aujourd'hui au changement. Est-ce que vous n'êtes pas du tout prêt à faire ce changement à 1 ou est-ce que vous êtes complètement prêt à faire ce changement? Réfléchissez toujours pour vous à un chiffre. Je ne veux pas savoir le changement, j'ai bien dit. Entre 1 et 5. Est-ce que vous avez tous? Ouais. Ok. On passe au niveau supplémentaire de désagréable. Imaginez que j'ai le pouvoir de vous contraindre à rester dans cette pièce jusqu'à ce que vous ayez décidé. Je change, je ne change pas. On reste ensemble toute la soirée, toute la nuit, jusqu'à ce que vous ayez pris cette décision. Et donc, cette décision, par contre, une fois qu'elle est changée, qu'elle est prise, pas question de dire ce qui s'est passé à Lille reste à Lille et puis moi je reviens chez moi. Je vous demande, une fois que vous avez pris cette décision, vraiment, on y va, quoi. D'accord? Vu que on est d'accord, ça serait dommage de passer toute la nuit ici. Vous avez fait votre choix. Ok. Qu'avez-vous ressenti? De la tristesse, du stress, la pression, de l'agacement, du gros agacement, du doute, la conscience, contrainte, pardon, la manipulation,
Qu'avez-vous choisi? Je ne veux toujours pas savoir votre changement, mais avez-vous choisi de changer ou de rester sur le statu quo? Qui parmi vous a choisi de changer? Ma contrainte peut être efficace. Et qui a choisi de ne pas changer? Donc on est d'accord que si on fait la somme des deux, on n'est pas au total, on a pas mal de monde avec qui on va rester ce soir ici. Je vous remercie pas pour ça, mais bon, c'est pas grave. Pour ceux qui ont choisi de changer, vous étiez où sur cette échelle de 1 à 5? 4, 3, 2, 5, j'ai entendu aussi? Ok. Ceux qui ont choisi de ne pas changer, vous étiez où? 2, 3. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient plutôt hauts et qui, en fait, sont passés tout en bas? Non? Ah, j'ai pas cet effet-là aujourd'hui. Ok. Donc, effectivement, on voit bien que, soumis à la menace, potentiellement, on va prendre une décision qui va être influencée par le niveau de quelle est notre disposition actuelle à se faire ce changement. Donc, les personnes qui ont décidé de changer étaient plutôt généralement dans la partie presque prêts à changer. Et à l'inverse, ceux qui n'ont pas trop changé étaient plutôt en dessous du 3 ou égal au 3, qui va vraiment signifier que le 3, comme on dit souvent, on essaye d'éviter le truc du milieu dans les échelles parce que c'est un peu compliqué. À la fois, ça permet de dire, si vraiment je ne sais pas et je veux quand même être aimable et répondre à la question, je vais dire 3. Et de l'autre côté, ça montre vraiment qu'on est au milieu et qu'on a autant de choses d'un côté que de l'autre et qu'on ne sait vraiment pas trop où se poser. Donc ça va quand même mettre un signe de l'ambivalence. On continue ? Je n'ai pas fini d'être désagréable, je suis désolée. Mais ça ira beaucoup mieux avec Aurélie après. Imaginez les différents discours que vous avez pu entendre ou que vous pourriez entendre de la part de votre entourage lorsque l'on vous parle d'un changement qui serait bon pour vous. Celui que vous aviez tout à l'heure ou un autre. Vous les avez, les discours, là ? Alors, déjà, qu'est-ce que vous avez comme... qu'est-ce que vous entendez ? Tu devrais faire ça. Il faudrait que... Ce serait bien pour toi. Ah, si lui l'a fait, pourquoi pas ? Ouais. Même la littérature le dit. D'accord. Quoi d'autre ? On a fait à peu près le tour. Vous vous êtes tous reconnus dans ces petites... Ouais. Comment vous le sentez quand on vous dit ce type de discours ? Qu'est-ce que vous ressentez ? De la colère, j'entends ? De l'agacement ? La culpabilité ? L'envie de faire l'inverse ? Ok. Pourtant, on a parlé de l'entourage qui pense aux trucs qui sont bons pour nous de faire. D'accord. Est-ce que ça vous aide dans votre prise de décision, les différents discours ? Non ? Pas vraiment. Ok. Dernière petite réflexion. Tentez pendant un moment d'imaginer un discours que vous avez pu avoir ou que vous pourriez avoir face à un patient qui montre vraiment le besoin de changer un comportement pour sa santé. Ça fait toujours l'effet d'un blanc, ce truc-là, mais je vais faire comme hier. Je ne débriefe pas cette partie-là. On reviendra dessus un peu plus tard. Et je laisse la suite à Aurélie, ça va aller un peu mieux. Alors avant
de commencer sur la définition de l'entretien motivationnel, on voulait voir avec vous ce que vous en connaissez. Donc d'après vous, qu'est-ce que c'est que l'entretien motivationnel et aussi qu'est-ce que ça n'est pas? Donc, on peut peut-être commencer par qu'est-ce que c'est, d'après vous, en fait, en quoi ça consiste? Quels sont un peu les mots-clés qu'on pourrait mettre derrière l'entretien motivationnel? Oui. Accompagner un changement, ok. Être personnalisé. D'accord. Motivation au changement, ok. Collaboration, très important, on va y revenir. Ouais. Échange, d'accord. Écoute, alors adaptabilité, ok. Donc effectivement, on va essayer de s'adapter en fonction du problème de la personne. Ouais. Les arguments? Alors, argument qui vient de qui? Le soignant? Donc ça, c'est dans ce que n'est pas l'entretien motivationnel. Premier piège. Bing. Ah oui, c'est pareil. C'est toujours dans ce que n'est pas l'entretien motivationnel. Oui? Émerger l'ambivalence, ça c'est important. Donc vous faites partie des personnes formées, initiées, un petit peu. Les questions ouvertes, tout à fait. Le non-jugement, oui. Responsabiliser le patient, oui. Donc effectivement, on parle d'autonomie, mais tout à fait, effectivement, ça aussi fait partie des mots-clés. Ok. Bon, on a déjà pas mal de choses qui nous mettent un peu sur la bonne voie de ce qu'est l'entretien motivationnel. Maintenant, qu'est-ce que ça n'est pas? Donc, donner soi-même les arguments, on l'a vu. Donner un conseil, ouais. Ok, tout à fait, effectivement. C'est ce qu'on va voir, ce qu'on appelle le fameux réflexe correcteur qu'il va falloir absolument éviter. On va en reparler. Comment? Alors, attends, il y a une main levée là. Obligé, ouais. Donc, forcer ou avoir l'autorité sur la personne. Surtout, on va éviter de culpabiliser, tout à fait. Il y avait encore... Juger, ok. Moralisateur, donc là aussi, effectivement, le fait de juger, de culpabiliser. Donc ça, évidemment, ce sont vraiment des choses à proscrire. On s'en rend bien compte, mais parfois, ça peut être un peu plus fort que nous aussi. Hein. Donc on va être vigilant par rapport à ça. Ok, c'est pas mal. Donc là, on a effectivement quelques mots-clés. Ce qui va être vraiment important, et ça, c'est un peu dans ce que vous avez dit, avant tout, donc l'entretien motivationnel, déjà, c'est une méthode de communication, c'est un style de communication, c'est un outil. Et en fait, n'importe qui, à partir du moment où il est formé, peut l'utiliser. C'est-à-dire effectivement des psychologues, des médecins, des infirmiers, des pharmaciens. Tout le monde peut se former à l'entretien motivationnel. Ça nécessite effectivement une petite formation, mais à partir de ce moment-là, vous verrez qu'il y a quelques outils assez précis. Une fois qu'on les utilise, on peut considérer qu'on fait de l'entretien motivationnel. Après, c'est comme tout, c'est en pratiquant qu'on va s'améliorer, que ça va devenir plus facile, plus naturel. Mais avant tout, effectivement, c'est un moyen de communiquer avec un patient et qui va nous permettre de pouvoir justement l'aider à trouver ses propres solutions pour changer de comportement. Ça, c'est important. Donc, c'est dans le deuxième mot-clé, centré sur la personne. C'est-à-dire qu'on va vraiment se focaliser sur le patient. C'est lui qui va donner ses propres arguments par rapport au changement, qui va dire ses pour et ses contre, ses hésitations, qui va donner le rythme aussi du changement. Et donc, c'est vraiment lui qui va être acteur par rapport au changement. Et c'est vrai qu'en tant que soignant, on a souvent envie de brûler un peu les étapes et de donner des solutions toutes faites en se disant bah tiens, moi je vais lui dire ce qui a marché pour d'autres et puis comme ça on va gagner du temps, il va le faire. Et en fait, souvent on va faire un pas en avant, mais on va en faire 3 en arrière. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure en plénière aussi, si ce sont des idées que vous mettez dans la tête des gens, eh bien au début il va vous dire oui pour vous faire plaisir, et puis finalement après ça ne va pas durer sur le long terme. Donc on sait qu'on va avoir une motivation à long terme à partir du moment où on a ce qu'on appelle une motivation intrinsèque, donc vraiment propre à la personne, qui vient de lui-même, donc de ses propres arguments. Et ça, c'est ce qu'on retrouve ici dans la motivation personnelle au changement. C'est-à-dire qu'on a à l'inverse une motivation extrinsèque qui est le fait d'être motivé par quelqu'un d'autre. Par exemple, c'est ma femme qui m'envoie pour me dire qu'il faut que je me soigne, j'ai un problème avec l'alcool, ou c'est mon médecin qui me dit qu'il faut absolument que je prenne ce traitement, mais moi j'en vois pas l'utilité, je suis pas malade. Et donc là, on voit que le patient, il a vraiment une motivation extrinsèque, il le fait parce qu'on lui dit. En revanche, c'est pas la même chose de dire je prends mon traitement parce que je sais que c'est bon pour ma santé. Et là, on est dans une vraie motivation intrinsèque. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on va vraiment essayer de développer, la motivation intrinsèque. Rester centré sur le patient, dirigé vers un objectif que lui-même aura fixé.
Et puis on va surtout, là vous l'avez dit très justement, essayer de résoudre son ambivalence pour promouvoir un changement positif. Donc ça on va redéfinir, on va y revenir sur ce qu'est l'ambivalence, mais c'est effectivement un mot très important et c'est là-dessus qu'on va travailler dans l'entretien motivationnel. Donc une bonne définition de l'EM, c'est je peux vous aider à résoudre ceci par vous-même. Donc globalement nous on est là en tant que guide pour l'accompagner vers le changement. Ça va ? Donc ça c'est la définition. Alors pour vous définir encore un petit peu plus ce qu'est l'esprit de l'entretien motivationnel, par rapport au fameux réflexe correcteur, donc de nouveau réflexe correcteur, c'est pas quelque chose qu'on fait forcément consciemment. C'est-à-dire que parfois, pour le bien du patient, en tant que soignant, on a souvent tendance à vouloir donner plein d'informations, donner des solutions toutes faites, etc. On va se dire, je vais l'aider. D'accord ? En plus, parfois, comme on est un peu l'expert, le professionnel, le patient vient en disant dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Et le piège, c'est de tomber dedans en disant voilà, moi j'ai les clés, j'ai les recettes toutes faites, voilà ce qui a marché pour un tel, il était dans la même situation que vous, donc ça va marcher. Le risque, c'est ça, c'est de répondre en fait à ça. L'idée ici, ça va être à l'inverse, de creuser avec un entretien, de nouveau pas forcément très long, en fait, quels sont les éléments que le patient peut lui-même trouver pour arriver à augmenter sa motivation personnelle. Donc, ça nécessite du coup un peu de s'auto-censurer. Oui, tout à fait. Absolument. Puisque ces réflexes et ces idées, on les a. Oui, complètement. Et c'est vrai que souvent, de nouveau, c'est vraiment pour le bien du patient. C'est-à-dire qu'on ne veut pas mal faire. On se dit, je vais lui dire, moi, je vais faire part de mon expérience. Alors, c'est tout comme à un enfant aussi, quand on lui dit, attention, tu vas tomber. Non, en fait, il faut qu'il expérimente, d'accord ? Pour qu'il comprenne qu'effectivement, il ne faut pas monter sur le petit muret qui est vraiment étroit comme ça, etc. Donc ici, on va vraiment être dans un esprit de collaboration entre le patient vu comme un partenaire, donc d'égal à égal, plutôt que dans une confrontation où ici, on essaye de persuader la nécessité de changer. En tant que soignant, on a souvent tendance à faire ça en disant vous vous rendez bien compte que si vous continuez comme ça, vous allez droit vers l'infarctus, si vous n'arrêtez pas de fumer, etc. Donc on a envie de réagir comme ça. Mais en fait, c'est contre-intuitif, ça va être contre-productif dans le sens où finalement le patient, il va au contraire faire un pas en arrière plutôt qu'un pas en avant. Deuxième aspect, et ça vous l'avez dit également, on va essayer de développer l'autonomie du patient. Ça c'est important aussi parce que plus on va respecter son sentiment de liberté de choix, plus le patient va faire ses propres choix à lui, plus il va avoir une motivation vraiment durable sur le long terme et un changement durable. À l'inverse de l'autorité, qui était quand même plus, on va dire, dans les décennies antérieures, où souvent on avait tendance à dire les choses en tant que soignant et puis le patient devait juste le respecter. Enfin, dernier élément dans le principe de l'entretien motivationnel, c'est faire évoquer le changement. De nouveau, c'est vraiment quelque chose qui doit venir du patient. Encore une fois, on a parfois tendance à vouloir donner, nous, nos propres arguments parce qu'on a plein d'infos sur le sujet. Et de nouveau, c'est vraiment un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc ici, au lieu de donner plein d'informations tout de suite en se disant moi, je vais lui dire en fait les risques qu'il encourt s'il ne fait pas ci, ça, eh bien, au lieu de faire ça, on va d'abord commencer par essayer de voir comment lui, le patient, il perçoit les choses et quelles sont ses représentations à lui. Donc justement, quand on veut donner de l'information, d'après vous, comment on s'y prend ? Parce que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas donner d'information, mais ça veut dire qu'on doit le faire d'une certaine manière. Si le patient, on sent que peut-être il lui manque un peu quelques clés, comment on peut faire pour lui amener de l'information ? Oui. Dans un premier temps, ce qui est important, c'est qu'on va lui demander ce qu'il connaît. C'est vraiment les 3 étapes, ce qu'on appelle le demander, fournir, demander. D'abord, on lui demande en fait ce que lui connaît. Ça évite 2 écueils. Le premier, c'est de toute façon, ça je le savais déjà, donc il ne va pas vous écouter parce que vous allez dire des choses qu'il connaissait peut-être déjà. Et deuxième chose, surtout essentielle, c'est que vous allez en fait creuser ses représentations à lui. Vous allez voir s'il y a des éléments qui sont erronés, s'il y a des informations qui sont justes ou au contraire qui sont erronées. Et à partir de là, vous allez pouvoir adapter l'information, de nouveau, comme dans l'adhésion. On va adapter en fait l'intervention par rapport à sa problématique. Donc ensuite, on va donner des informations en fonction de ce qu'il connaît déjà ou pas. Donc ensuite, on donne l'information, et puis enfin, on lui redemande ce qu'il en a compris. Donc ça, c'est les 3 étapes. Oui. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc effectivement, dans la première étape, on demande d'abord au patient ce qu'il connaît, puis on lui dit, je vois que vous connaissez déjà pas mal de choses, est-ce que vous me permettez de vous donner aussi un peu plus d'informations supplémentaires par rapport à cette thématique ? Et là, c'est assez rare que quand vous demandez l'autorisation, le patient vous dit non, je ne veux rien savoir du tout d'autre. Donc généralement, il vous dit oui, et là, vous avez toute son attention, parce que vous avez demandé l'autorisation. Donc là, vous fournissez l'information, et enfin, de nouveau, vous redemandez ce qu'il en a compris. Et derrière, ça permet aussi de demander finalement cette information, cette nouvelle information, qu'est-ce que ça lui apporte dans sa réflexion aussi. Et du coup, on a directement le débrief finalement de l'impact qu'on a eu. Et potentiellement, ça donne aussi des pistes pour la prochaine fois. Alors, autre élément important, ce sont les principes de l'entretien motivationnel. Autrement dit, comment c'est constitué en fait. Le premier élément, c'est qu'on va essayer d'éviter ce fameux réflexe correcteur qu'on vient de voir ici, donc la confrontation, l'autorité, l'information directe, d'accord ?
On va vraiment éviter de faire ça. De nouveau, hein, c'est vraiment notre désir de vouloir le bien de l'autre. Hein, souvent, comme on l'a vu, hein, votre entourage va vous dire « mais c'est pour ton bien moi, que je te dis ça ». Et donc, c'est pas négatif en tant que tel, mais ça va être contre-productif. Donc ça, on sait que ce réflexorrecteur, il va générer un discours de non-changement du comportement, de statu quo, et donc il faut vraiment essayer de le réprimer. Deuxième chose importante, ça je pense qu'en tout bon soignant, vous êtes bien informé et vigilant par rapport à ça, un ingrédient essentiel, c'est l'empathie vis-à-vis du patient. Plus on va être en empathie, plus on va essayer de se mettre dans ses chaussures, sans forcément marcher avec, mais en tous les cas de voir avec ses yeux à lui ce qu'il peut ressentir, et on va mieux comprendre en fait sa problématique. Donc ça c'est essentiel, et ça va vraiment permettre d'augmenter justement la relation de confiance avec le soignant. Et puis surtout, le point très très important, c'est on va respecter son rythme. C'est-à-dire que c'est pas parce que là il nous dit qu'il n'a pas envie de changer maintenant, que peut-être il n'est pas prêt, que dans 2 mois ce ne sera pas différent. Donc peut-être il faut attendre de semer un peu des graines qui vont germer par la suite. Et quand il reviendra, là ce sera peut-être le bon moment, il sera peut-être prêt à ce moment-là. Donc on respecte son rythme. Troisième point très important, c'est soutenir le sentiment d'efficacité personnelle. On en a parlé un peu en plénière. Se sentir capable, en fait, c'est un élément déterminant dans le changement de comportement. Donc si la personne ne se sent pas capable d'arriver à changer le comportement, par exemple des gens qui vont vous dire « moi je suis très motivé pour arrêter de fumer, mais j'ai déjà essayé 2 fois et 2 fois ça a été un échec, donc je me sens pas du tout capable d'y arriver une 3e fois ». Donc là, c'est quelqu'un qui a un faible sentiment d'efficacité personnelle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer déjà de valoriser d'autres changements qu'il a pu déjà réaliser auparavant. Donc pour augmenter ce sentiment-là, on peut lui demander est-ce qu'il y a déjà d'autres choses que vous avez réussi à changer comme comportement, qui n'ont peut-être rien à voir avec la santé, et pour lesquelles vous avez réussi à maintenir ce comportement de manière durable. Et ça va rebooster le sentiment d'efficacité personnelle. À l'inverse, un patient qui aura un fort sentiment d'efficacité personnelle, c'est celui qui va dire moi, de toute façon, je peux arrêter de fumer quand je veux, mais juste pas tout de suite. Du coup, il n'est pas prêt à le faire maintenant, mais par contre, il sent pas du tout, il s'en sent complètement capable en fait, et ça lui posera pas de problème. Dernier point, ça va être, on va y revenir aussi, rouler avec la résistance, c'est-à-dire que on va redéfinir tout à l'heure l'ambivalence et la résistance, et on va faire un petit exercice pour bien distinguer les deux. Mais ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que si à un moment donné on sent que le patient il est un peu résistant, eh bien, on va, au lieu de se confronter et d'essayer de lutter contre, au contraire, on va essayer de la faire dépasser et de rouler avec, et reconnaître aussi que le patient, peut-être il a le droit d'avoir peur et que c'est pas si facile que ça de changer. Vous avez vu qu'on a tous des ambivalences par rapport à des changements de comportement, et c'est pas si simple que ça de changer. Alors, il y a un modèle qui s'appelle le modèle de transthéorique de changement de Prochaska et Dick Lehmann, qui est assez connu et qui est pas mal utilisé aujourd'hui dans le milieu de la pratique clinique hospitalière aujourd'hui, qui est en fait la roue du changement. Si on la vulgarise un peu, globalement, on a 6 étapes, avec une première étape qu'on appelle ici la précontemplation. Globalement, ici, on considère que le patient, il est un peu dans le déni de sa problématique. Il ne comprend pas qu'il a un problème, par exemple. C'est assez souvent le cas avec des patients qui ont des problèmes d'alcool et qui vont vous dire « non mais attendez, moi je bois certes pas mal, mais pas plus que mes compagnons avec qui je traîne au bar. Et puis surtout, ça ne me pose pas de problème, j'arrive à continuer à travailler, etc. etc. » Donc ça, ce sont les personnes qui ne sont pas encore conscients qu'il y a un problème et globalement, ils ne veulent pas changer. Donc là, c'est ceux avec lesquels vous aurez le plus de travail, puisqu'évidemment, il va devoir franchir toutes les étapes pour la suite, pour arriver au changement de comportement. Donc globalement, ceux-ci, c'est pas la majorité de ceux que vous voyez. Hein, la plupart du temps, vous allez plutôt rencontrer ceux qui sont déjà dans cette étape-là. Et quand vous êtes là, vous n'êtes pas encore dans la roue du changement, puisque de nouveau, vous n'êtes pas conscient de votre problème. D'accord ? Donc, par contre, la majorité des personnes vont être plutôt en étape de ce qu'on appelle contemplation. C'est-à-dire souvent, les patients ils viennent vous voir en vous disant « j'aimerais bien changer, mais c'est pas si facile que ça, quoi, j'ai du mal ». Et c'est vrai que c'est pas simple, quand ça fait des années qu'on a une manière de fonctionner, de modifier ça, c'est pas si facile, que ce soit dans des addictions ou dans autre chose, hein, faire de l'exercice physique, manger plus sainement, etc. Et donc ça va être la phase de contemplation, c'est-à-dire qu'ils sont ambivalents. Ils aimeraient bien changer, mais ils ne savent pas trop comment y aller, et ils oscillent un peu entre y aller, pas y aller, etc. Donc ça, c'est surtout là-dessus qu'on va travailler beaucoup avec l'entretien motivationnel, avec ce qu'on appelle la fameuse balance décisionnelle, qu'on va vous présenter aussi un peu plus loin. Une fois que vous avez travaillé là-dessus, la plupart du temps, le reste, ça va couler assez facilement. Donc ça, c'est vraiment le point crucial, ce stade-là, pour résoudre l'ambivalence. Une fois que vous avez résolu ça, vous allez pouvoir arriver au stade de détermination où là, la personne, elle est motivée à changer. On a juste à faire le plan de changement. Ici, elle passe à l'action. Et puis, on considère que la personne est dans le maintien lorsque, pendant plus de 2 mois, elle a réussi à changer son comportement sans rechuter. Donc là, on peut commencer à baisser un peu la vigilance et ça va mieux. En revanche,
C'est important aussi de parler dès le début de cette étape de rechute qui fait partie aussi du processus de changement et pour lequel c'est nécessaire parfois de passer par cette étape-là pour retourner à l'étape de contemplation et revenir éventuellement à cette étape-là. Là, ça veut peut-être dire que justement, on n'avait pas assez travaillé l'ambivalence et que s'il y a rechute, eh bien, c'est qu'on n'avait pas assez bien anticipé des problèmes potentiels. Mais ce qui est important de préciser aux personnes, c'est que quand on rechute, on ne repart pas de zéro. On est dans ce qu'on appelle une spirale ascendante. Et en fait, on va, notamment de nouveau, quand on veut arrêter de fumer, si c'est la 3e tentative, eh ben, on sait pourquoi on a échoué les 2 premières fois. Donc on ne repart pas au point de départ. On sait qu'on va devoir être vigilant au fait que quand on va en soirée, peut-être on dit plus facilement oui, et donc après on rechute, etc. etc. Donc ça, ça fait partie des étapes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir retourner et revenir ensuite à cette étape-là. Une fois qu'on a cette roue, en fait, ce qui va être intéressant, c'est finalement comment nous, on va pouvoir agir en fonction de là où on est notre patient. Puisque, effectivement, on ne va pas s'adresser de la même façon et avoir les mêmes actions quand on est sur un patient qui est en pré-contemplation et à l'inverse, quand on a un patient qui est dans l'action. Donc, effectivement, dans la phase de pré-contemplation, on va essayer de faire naître le doute, donner des infos, donc toujours avec effectivement l'autorisation du patient, puisque de toute façon, si mon patient il n'est pas prêt à entendre les informations, ça ne sert à rien que je le fasse, puisque je vais être juste contre-productive. Je vais lui répéter les informations qu'on lui a déjà dit, qu'il a déjà entendues, etc. Et du coup, ça ne va servir à rien. Donc effectivement, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire attention à notre posture et à comment on se positionne aussi, pour pouvoir instaurer la relation de confiance avec notre patient. Une fois qu'on va arriver dans la phase de contemplation, à ce moment-là, effectivement, notre patient il va être conscient de la nécessité du changement et on va pouvoir effectivement essayer de voir où est-ce qu'il va se positionner au niveau de la balance décisionnelle. Quels sont pour lui les avantages du statu quo, les inconvénients, et à l'inverse, quels sont les inconvénients à changer, quel va être le prix pour lui finalement à faire face pour pouvoir faire ce changement, et puis quels seront quand même les avantages qu'il va en retirer. Donc, effectivement, on va explorer la balance décisionnelle du patient. Cette balance, au moment de la phase de contemplation, elle va évoluer et potentiellement, on va explorer plusieurs fois une balance et elle va se modifier au fur et à mesure, en même temps que le patient va se sentir de plus en plus prêt à passer à l'action. Donc, un exemple de la contemplation, ça peut être par exemple le patient qui vous dit là, vous venez me voir parce que je viens d'être greffé et maintenant j'ai 10 traitements à prendre tous les jours. Je ne vois pas trop comment je vais me faire pour être capable de me souvenir qu'il faut que je prenne ces 10 traitements tous les jours. Je n'ai jamais rien pris comme traitement. Donc là, vraiment, je ne vois pas. Je ne vois pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Alors là, attention, réflexe correcteur. Oh, tiens, on pourrait prendre un petit pilulier. Donc ça, c'est celui-là qu'il faut qu'on s'autocensure et qu'on ne dise pas. N'est-ce pas Donc... La première chose qu'il va falloir qu'on explore, c'est finalement, vous dites qu'effectivement, vous n'avez jamais pris de traitement, mais est-ce qu'il y a finalement des choses dans votre routine au quotidien qui reviennent et avec quoi on pourrait rattacher finalement cette prise? Et un exemple, donc sur ce même exemple de patiente avec qui je fais référence, qui me dit mais en fait... ça fait 10 ans que je prends ma contraception. C'est pas un médicament pour moi, mais c'est vrai que je la prends tous les jours. Et du coup, vous faites comment? Je la prends avec mon petit café le matin, là, quand je reviens d'aller amener les enfants à l'école. Du coup, effectivement, vous avez déjà mis en place des choses par le passé. D'accord, c'était pas avec les traitements que vous allez avoir à prendre aujourd'hui, mais par contre, vous avez déjà fait. Et du coup, on va pouvoir valoriser, effectivement, vous êtes capable de le faire puisque c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Et derrière, comment est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir faire justement demain pour arriver à y penser? Et donc là, je refais référence au pilulier. Le pilulier peut être quelque chose d'adapté pour certains patients, mais il va être adapté pour les patients qui ont choisi et qui se sont finalement attribués cet objet. Et donc, c'est toujours intéressant de laisser l'imagination du patient prendre le dessus potentiellement et trouver des solutions qui peuvent être un petit peu proches, mais qui n'auront rien à voir. Un exemple, le meilleur exemple, je crois que moi que j'ai eu, c'est un patient qui m'a dit moi en fait à la maison non, ça va vous faire un peu, non mais vous allez rire, mais à la maison je prépare mes médicaments parce que quand j'étais petit
mon papy, il buvait beaucoup d'alcool. Et puis, tous les jours, quand j'étais chez lui, c'était moi qui avais le droit de choisir dans quel verre agneau il allait boire son alcool. Et du coup, quand il nous a quittés, ma femme, elle m'a dit, tout ce qui ne sert pas, on jette, on ne garde pas au grenier. Et du coup, j'ai choisi mes 3 petits verres agneaux préférés de quand j'étais petit. Et puis, du coup, tous les matins, je commence par préparer mes médicaments. Et j'ai mon petit verre agneau avec mes médicaments du matin, mon petit verre agneau avec mes médicaments du midi et mon petit verre agneau avec les médicaments du soir. Effectivement, je n'aurais jamais pu lui proposer ça. On est d'accord ? Et donc, effectivement, toute la difficulté, ça va être de dire finalement comment vous êtes organisé à la maison actuellement et qu'est-ce que vous en pensez, et de faire réfléchir le patient dessus, plutôt que nous se jeter dans finalement toutes les petites brèches qu'on va pouvoir trouver et d'y mettre les outils qu'on aurait pu imaginer géniaux. Et qui peuvent être géniaux pour d'autres patients. Au moment où on va être dans la phase de détermination, du coup, on va effectivement clarifier les objectifs. Effectivement, on commence, ça y est, c'est bon, vous êtes prêts à commencer, mais alors du coup, on commence quand ? Et vous faites comment ? Le jogging, ça y est, c'est bon. Et alors les baskets, vous les avez ? Et vous allez faire ça à quel moment de la journée ? Et comment ça se passe s'il pleut ? Parce que le jogging, quand il pleut, c'est plus compliqué. Comment vous allez faire ? Et effectivement, on va essayer vraiment de mettre en opération toutes les différentes choses qui vont pouvoir arriver, et ce qui va permettre effectivement que le patient, il se lance déjà, il se met déjà dans la réflexion de comment il va faire. Et puis potentiellement, on va pouvoir lever à ce moment-là des obstacles ou refaire réfléchir sur des obstacles et sur finalement directement la stratégie d'action derrière. Une fois que le patient il est dans l'action, il faut qu'on l'accompagne. Et donc, comment on va l'accompagner ? On va déjà voir comment ça marche. Et puis surtout, on va valoriser. Et ça, c'est un truc qu'on a vachement de mal à faire. Parce que c'est toujours plus facile de ronchonner sur la caissière du Carrefour, qui est vraiment très très lente, mais que par contre, on ne pense jamais à dire à celle qui a été super efficace qu'en fait, merci beaucoup madame, c'est vraiment un plaisir d'être passée à votre caisse aujourd'hui. Mais ça, c'est normal, ça fait partie de la nature humaine, mais ça se travaille. Et en fait, en plus, ce qui est assez agréable, c'est que finalement, dans la vie quotidienne, c'est assez agréable pour les personnes d'en face aussi généralement, donc du coup, ça permet d'avancer. Et donc, effectivement, on va l'accompagner dans l'action. Et puis, potentiellement, on va essayer d'identifier et de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour l'aider à rester dans ce changement. Puisque, effectivement, notre gros risque, et qui fait partie de la roue du changement, c'est que notre patient, il arrive à la rechute. Et donc, effectivement, on va l'accompagner, on va voir ce qu'on va pouvoir mettre en place et ce que pas nous, on va mettre en place tous les deux, ce que lui, il va mettre en place avec ses idées à lui. Quand on en arrive à la rechute, puisque la rechute est une partie du processus, on va essayer d'aider le patient à retourner au stade de contemplation. On ne va surtout pas partir sur la culpabilisation, mais par contre, on va transformer l'essai, c'est-à-dire que cette phase qui est normale, il faut qu'on la transforme et il faut qu'on voit comment est-ce qu'on va faire pour finalement les difficultés d'aujourd'hui, demain, on ne les aborde pas de la même façon et du coup, ça sera les réussites. Et donc, effectivement, ne pas culpabiliser, ne pas juger, mais ça, on ne l'a pas dit, mais on pourrait le mettre de partout, là. Pour aider ce patient à finalement reprendre de l'élan et à ne pas se mettre dans la phase de finalement, je vous avais bien dit que je n'étais pas capable de le faire. Parce que ça va être là, effectivement un des premiers réflexes. Alors, juste pour vous donner encore un exemple aussi concret, que j'aime bien donner, parce que c'est un vrai exemple, il est très parlant, ici par rapport à ces éléments où on dit qu'il faut vraiment faire trouver les objectifs en fait, aux patients. Dans la formation que j'avais fait, l'entretien motivationnel, donc il y a tout public, je vous disais, donc médecin, pharmacien, peu importe. Et donc il y avait aussi une diététicienne qui était là. Alors juste, on n'a pas précisé, mais en fait, donc c'est un outil qu'on peut utiliser. Donc on a dit quelle que soit la profession, mais aussi quelle que soit, on va dire, la nature du changement de comportement. Là, on parle beaucoup de comportement de santé, mais ça peut être pour d'autres choses. Et là, en l'occurrence, c'était une diététicienne qui nous parlait d'une dame
pour laquelle, donc il voulait évidemment maigrir, hein, donc manger plus sainement et qui voulait perdre du poids, et qui n'arrivait pas à perdre du poids parce qu'en fait, elle mangeait assez bien tout au long de la journée, mais son vrai problème, c'était le soir, où en fait, une fois qu'elle avait fini de manger, quand elle se mettait devant la télé, elle grignotait, les petits gâteaux en l'occurrence, et elle n'arrivait pas à s'empêcher de grignoter les petits gâteaux. Donc elle avait beau faire les consultations diététiques, elle suivait bien tous les menus, etc., mais la problématique du soir restait. Et donc à un moment donné, la diététicienne qui s'était formée à l'entretien motivationnel a fini par lui dire, au lieu de lui préconiser des choses, lui dire « Qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme solution pour éviter ce grignotage du soir ?» Et là, la patiente a réfléchi, et cette dame a dit je pense que si je me brossais les dents après avoir mangé mon repas du soir, ça m'éviterait de retomber à manger autre chose, que du coup, une fois que je me suis brossé les dents, je ne mange plus rien. Et ça, les diététiciennes, c'est évidemment une solution à laquelle elle n'avait pas pensé, elle, et qu'elle n'aurait jamais pu proposer. Et en fait, ça a très bien fonctionné. C'est-à-dire que la personne, effectivement, a mis ça en place, et elle a arrêté de grignoter grâce à ce comportement-là. Et donc, c'est vraiment en posant la question ouverte de qu'est-ce que vous proposeriez comme solution, plutôt que de nous essayer de trouver une solution à sa place. Donc, c'est vraiment des petites choses toutes bêtes, mais qui vont permettre d'accompagner le patient au mieux dans sa propre perspective personnelle. Alors, par rapport à... Et juste, j'ai oublié de préciser, mais donc il y a plus de 2000 publications sur l'entretien motivationnel qui ont montré l'efficacité, etc. C'est des questions qu'on avait eues hier, donc je les anticipe là aujourd'hui, mais évidemment, vous pourrez en poser d'autres à la fin. Donc, l'ambivalence, qu'est-ce que c'est? On a vu que c'était un moment crucial, en fait, de la décision de changement qui se trouve ici, dans la phase de contemplation, sur lequel on va travailler. Et surtout, c'est important de comprendre que c'est une étape qui est normale vers le changement. À l'inverse de la résistance dont on va parler juste après, l'ambivalence, on est tous ambivalents, vous, moi, les patients, c'est normal. Quand on veut changer, c'est pas si simple que ça. Et donc, c'est normal d'être ambivalent. Donc, il faut l'accepter, il faut être en empathie avec ça. Et surtout, on va essayer d'aider la personne à résoudre ce conflit, puisque c'est donc, encore une fois, un carrefour décisionnel décisif. Et on va essayer de faire développer par le patient les coûts et bénéfices à la fois du non-changement et du changement. C'est très important aussi de parler du non-changement, c'est-à-dire quels sont les avantages à ne pas changer. On va commencer par là. Ça peut sembler un peu surprenant, mais si on prend de nouveau la consommation de tabac, on va commencer déjà par lui demander qu'est-ce qui fait que vous avez plaisir à fumer? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qui est agréable dans le fait de fumer? Ça me déstresse, je prends du temps avec les copains pour faire la pause cigarette, etc., etc. Donc ça, c'est important parce que ça va vous donner des billes sur les potentiels obstacles au changement pour la suite. Donc on commence par ça. Ensuite, on continue avec effectivement les inconvénients du non-changement. En revanche, effectivement, je sais que c'est quand même mauvais pour ma santé, ça coûte cher, etc. Et puis tout doucement, on va arriver vers les inconvénients du changement. Par contre, si je fais ça, c'est vrai que peut-être je vais être plus stressée que d'habitude si j'arrête de fumer. Et surtout, on termine par les avantages du changement. Et là, ça va être, effectivement, je sais que je vais récupérer du souffle, c'est bon pour ma santé, je vais peut-être pouvoir faire un beau voyage avec les économies que j'aurais fait. Et donc, on va faire développer aux patients ces éléments-là. Mais de nouveau, ce n'est pas nous qui les donnons, ces coûts et bénéfices. C'est vraiment la personne. Et donc, l'ambivalence, c'est un conflit entre deux actions. Est-ce que je continue de fumer ou j'arrête? Est-ce que je vais prendre mon traitement très comme il faut? Ou au contraire, je vais faire des vacances thérapeutiques, etc., etc. Donc l'ambivalence, c'est vraiment le cœur du problème. Et de nouveau, j'insiste sur le fait que les arguments doivent être donnés par le patient pour dire en faveur du changement quels sont les arguments que lui pourrait trouver. Donc ce sont ces préoccupations qui prennent le pas sur celles de l'intervenant, parce que parfois, nous, on a des préoccupations qu'on voudrait mettre en avant, qui nous semblent prioritaires, mais pour le patient, c'est peut-être pas ça qu'il va mettre en avant, mais j'ai envie de dire, peu importe. À partir du moment où il va du côté du changement, on lui laisse développer ses arguments, même si c'est pas ceux qu'on aurait mis en priorité. Et puis accepter que le patient il puisse avoir envie de soit changer ou ne pas changer tout de suite, ou changer un petit peu. On peut aussi être dans la diminution, par exemple, d'une consommation et pas dans l'arrêt total tout de suite. Donc on va explorer un peu toutes ces possibilités et surtout on va la respecter et on va essayer de travailler sur les valeurs des patients, les perceptions qu'il peut avoir aussi du comportement de changement et puis essayer donc de faire développer sa motivation intrinsèque au changement. Donc là on a vu ce que c'était l'ambivalence. J'espère que ça c'est assez clair. Maintenant on va parler plutôt de la résistance et d'après vous, la résistance elle vient de quoi? La peur. Ouais. Quoi d'autre? L'habitude. Ouais. C'est plus l'ambivalence là, que la résistance. C'est là qu'on va voir justement la nuance. Elle est assez fine, mais elle va être importante à distinguer. On va peut-être passer sur comment vous la décelez, la résistance. Comment vous pouvez voir que votre patient il est résistant. Oui, une personne plus agressive. Ouais. Négative. Oui, mais. Ça, c'est très important, le fameux oui, mais, absolument.
Le oui mais, hein, j'insiste toujours sur le fait que en fait, le oui mais est un non déguisé, un non poli, parce que dans nos sociétés c'est très mal poli de dire non, surtout quand c'est un soignant qui est en face de nous. Et donc le mais annule toujours ce qui vient précédemment, donc en l'occurrence le oui. Donc un oui mais c'est un non poli pour vous dire je suis pas du tout d'accord avec vous. Donc là il faut être vraiment vigilant, un oui mais c'est comportement résistant absolu. D'accord ? Donc là on va essayer de rattraper le coup. Autre chose comme comportement de résistance ? Une personne fermée. Vous ne me prenez pas pour une résistante. Oui. Ouais, il croise les bras. Ouais. Effectivement, il y a du non-verbal, il y a du verbal. Ouais. Ok. En fait, la résistance, c'est un comportement. Et c'est un comportement interpersonnel. Parce que moi et moi-même, généralement, on arrive à être encore en accord. Et du coup, finalement, on arrive à ne pas trop s'énerver au quotidien. Et du coup, la résistance, ça dépend du comportement de l'intervenant. Puisque finalement, moi et moi-même, face à mon changement, face à moi-même, je suis plutôt tranquille, même si j'aimerais bien y arriver, etc. Mais potentiellement, ça va être, quand on va m'expliquer ce qu'il faudrait que je fasse et pourquoi est-ce qu'il faudrait que je le fasse et que quand même ce serait vraiment bon pour moi, que ça va m'aider potentiellement à passer du côté de la résistance. Et donc, ce qui est important à repérer, c'est que finalement, si j'ai de la résistance, c'est que finalement, on est arrivé à créer une dissonance entre les attentes du patient et celles de l'intervenant. Lui, il est là pour une certaine chose et vous, vous êtes là plutôt pour le convaincre de qu'est-ce qu'il serait bien de faire. Et donc, ça va indiquer à l'intervenant qu'il faut complètement changer de stratégie. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez déceler la résistance, si vous continuez dans la même logique et que vous continuez à rajouter des choses, vous allez juste repousser encore un peu plus le patient dans ses retranchements. Donc, effectivement, il va vous envoyer un certain nombre de signes, il va s'énerver, il va arrêter de vous répondre, il va hausser le ton, il va vous couper. Et puis, potentiellement, il peut partir aussi. Hein, ça peut être aussi un stade. Et donc, l'important, c'est qu'effectivement, cette résistance qu'on va déceler, c'est vraiment un prédicteur du non-changement. Et donc, il faut vraiment qu'on la prenne en compte pour pouvoir nous adapter et changer de stratégie. Et c'est ce qu'on appelle effectivement rouler avec la résistance, où du coup, on va s'y prendre différemment. Si on ne change pas de stratégie et qu'on ne montre pas au patient que oui, on a vu qu'effectivement ça ne lui convenait pas et que on était allé effectivement trop loin et que ça ne correspondait pas à ce qui étaient ses attentes à lui, derrière effectivement on continue et on est contre-productif. Donc on a 5 grandes catégories de comportements résistants. L'argumentation, donc effectivement le patient qui va nous remettre en question et qui va ne pas tenir compte, voire devenir hostile. Le patient qui va nous interrompre, qui va se mettre à parler de plus en plus fort, ou qui va se refermer et finalement se mettre sur la défensive, qui va blâmer, qui va dire mais oui, mais vous ne pouvez pas comprendre, et puis vous n'êtes pas à ma place, et puis c'est quand même compliqué. Et derrière, on va arriver sur effectivement un patient qui potentiellement peut nous ignorer, qui va commencer à regarder son téléphone ou ne plus trop répondre, et puis derrière, effectivement, essayer de changer de sujet pour qu'on puisse vraiment enfin lui ficher la paix là-dessus. Et puis, derrière, potentiellement, peut-être que la prochaine fois, il ne reviendra pas et il ira voir quelqu'un d'autre. Donc, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on agisse, qu'on apprenne à identifier ces comportements-là, et du coup, et qu'on apprenne à effectivement renvoyer aux patients qu'on a vu qu'effectivement, là, c'était pas bon. Pour pouvoir derrière, effectivement, recommencer et revoir comment est-ce qu'on peut travailler, qu'on va revenir en arrière et puis repartir sur, effectivement, les attentes du patient. On se recadre. Alors, petit exercice, on va vous proposer différentes phrases. On vous a montré ce qu'était l'ambivalence, on vous a parlé de la résistance, et on a dit la résistance, attention, il faut la déceler pour arriver à voir ce qu'on va pouvoir faire. De la même façon que l'ambivalence, il va falloir qu'on la décèle pour pouvoir commencer effectivement à voir comment on peut travailler avec le patient autour. Donc, on va vous proposer 10 phrases et on va vous demander
si pour vous c'est de l'ambivalence ou de la résistance. Alors normalement, on a des petits cartons de couleur pour dire vert, c'est l'ambivalence, tout va bien, on peut continuer à avancer, on travaille dessus. Et rouge, au contraire, c'est la résistance. Et là, justement, carton rouge, faites attention, il faut changer d'attitude. D'accord ? Là, on n'a pas les petits cartons, on va faire à main levée. Donc globalement, on vous demandera ambivalence, vous levez la main, résistance, vous levez la main. Et voilà, ça a bien marché hier. Première phrase. Il faudrait que j'évite d'arrêter mon traitement quand je pars en vacances, mais ça me fait tellement de bien d'oublier que je suis malade pendant 2 semaines. Ambivalence, levez la main. Résistance. Résistance. Ah. Pourquoi ? Parce que, alors faites attention, donc le mais, c'est pas un oui mais. C'est d'un côté j'aime bien faire ça, le mais peut aussi se trouver dans l'ambivalence forcément, puisqu'en fait il y a les deux côtés. Donc là c'est pas le oui mais, c'est j'aime bien faire ça, mais j'aime aussi faire ça. C'est pas le oui mais, je suis en train de vous dire quelque chose, et puis vous dites oui mais bon, en fait je suis pas d'accord. D'accord ? Donc le mais peut se retrouver dans les deux, dans l'ambivalence et dans la résistance, mais il va pas être employé de la même manière. Deuxième phrase, tout le monde me dit qu'il faut que je maigrisse pour mon diabète, mais vous croyez que c'est facile. Ambivalence. On vous laisse lever la main pour ambivalence. Résistance. Ok, pas de souci. Donc là, effectivement, il y a le fameux « mais vous croyez que c'est facile ?» où là, globalement, on voit bien. Et puis en plus, il y a le « tout le monde me dit que », donc la personne, elle veut pas, vraiment pas. Donc là, on est dans la résistance. Je sais que ma femme va partir si je continue de rentrer ivre, mais c'est tellement sympa d'aller boire l'apéritif avec mes collègues en sortant du boulot. Pourquoi c'est toujours moi qui l'ai dit, celle-là ? Ambivalence. Résistance. Résistance. Pourquoi ? Oui. Alors même si c'est de la motivation extrinsèque, ça reste de l'ambivalence. Donc on est quand même ambivalent, c'est-à-dire qu'il comprend bien que sa femme risque de partir s'il continue, mais il a du mal à arrêter. Là on voit bien qu'on est dans une hésitation de changement de comportement. Il a des difficultés. Donc c'est plus de l'ambivalence. D'accord ? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est de la résistance si c'était sa femme avec qui il est pas? Là, ça se discute. Quatrième, de toute façon, j'ai tout essayé et rien ne fonctionne. Résistance, levez la main. Ambivalence. Ambivalence. Ouais, donc là, voilà, j'ai tout essayé, rien ne fonctionne, c'est très clair. Je ne sais pas si j'arriverai à réviser mes examens si je mange pas tant de chocolat. Ambivalence. Résistance. Résistance. Ah, c'est mieux qu'hier. Celle-ci, elle est un peu plus ambiguë. Mais effectivement, on est vraiment dans l'ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois, elle aimerait se faire un régime, en tout cas se passer de chocolat, mais en même temps, ça l'aide pour réviser les examens. Donc c'est compliqué. C'est bien de l'ambivalence. Je suis là parce que ma femme a voulu que je vienne vous voir. Ambivalence. Résistance. Voilà, donc là, c'est très clair. Alors, qu'est-ce qu'on lui répond à ce bon monsieur ? Parce qu'on ne va pas en rester là quand même. Alors, pourquoi vous êtes venu ? Vous pensez que ça va lui faire plaisir ? Comment il va répondre ? Il va dire, en fait, vous avez raison, je ne sais pas pourquoi je suis venu, c'est pour faire plaisir à ma femme, mais moi, j'ai pas du tout envie d'être là. Donc là, il va faire une attestation dans la résistance. Oui. Alors là, c'est pareil. Hein. Pourquoi, d'après vous, votre femme, elle veut que vous veniez ? Parce qu'elle pense que j'ai un problème avec l'alcool, mais moi, j'ai pas de problème avec l'alcool. Donc là, pareil, il va rester dans la résistance. Alors, exactement ce qu'il ne faut pas faire, d'accord ? Là, il part en courant en disant, de toute façon, si vous êtes de mèche avec ma femme, j'ai rien à vous dire. Là, franchement, c'est même pas la peine. Alors, là, on arrive déjà un peu mieux. Et vous, qu'en pensez-vous ? On peut encore faire mieux, c'est-à-dire, on peut effectivement carrément lui dire, maintenant que vous êtes là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant le temps qui nous est imparti ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ? D'accord ? Donc, on réinsiste sur vous et pas sa femme, surtout pas. Et en disant, maintenant que vous êtes là, c'est déjà super d'être venu malgré tout, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire ? Et comment moi, je pourrais vous aider ? D'accord ? Donc, effectivement, on va rebondir sur ce que lui souhaiterait faire. Je ne sais pas si je peux arrêter, j'aime tellement fumer. Ambivalence. Résistance. Ouais, donc voilà, là aussi, on est dans l'ambivalence. Il faut soi-disant que je suive un traitement, mais ma maladie ne me gêne pas, moi. Ambivalence. Résistance. Voilà, le fameux, de nouveau, soi-disant, et moi, ma maladie ne me gêne pas, clairement, c'est de la résistance.
Je ne sais pas si je vais aller faire mes examens biologiques pour savoir comment va mon diabète. J'ai tellement peur du résultat. Ambivalence. Résistance. Bien. Donc effectivement, là, il y a cet aspect de j'ai peur d'aller faire mes examens, mais c'est j'ai peur parce que à cause des résultats, c'est pas que j'ai pas envie d'y aller. D'accord. La petite dernière, vos traitements ne sont pas assez efficaces, vous ne pouvez rien pour moi. Ambivalence, résistance. Voilà, vous pouvez rien pour moi. Là, on est typiquement aussi dans le traitement résistant, la réaction résistante. Donc c'est pas mal, vous avez bien quand même senti la différence. Donc vraiment, attention au comportement résistant. Vous voyez que c'est vraiment dans la relation interpersonnelle. Donc on va faire attention à ça et modifier ça. Alors que l'ambivalence, on va travailler dessus. Ouais. 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 Alors effectivement, donc, quand elle est dans le déni, là typiquement on est dans le patient qui ne comprend pas qu'il a un problème et donc c'est effectivement pas du tout le moment de faire la balance décisionnelle. On a vu que la balance décisionnelle elle ne vient que quand la personne elle est dans l'étape de contemplation. Donc là on va pas commencer à lui dire bon allez on fait les pour et les contre du changement, il n'a pas envie de changer, c'est pas la peine. Donc là on a vu que dans cette étape-là, il fallait effectivement essayer de, surtout la première chose à faire c'est instaurer une relation de confiance parce que ça c'est ce qui va lui donner envie de revenir. Donc c'est la première chose, allez vous intéresser à lui. D'abord lui demander comment ça se passe pour lui, dans sa vie, de quoi il a envie de vous parler, etc. Donc d'abord on noue ce qu'on appelle la relation thérapeutique. Et dans un deuxième temps, on va essayer effectivement de faire une petite prise de conscience à travers, alors ça peut être différentes choses, ça peut être par exemple faire passer par exemple un questionnaire pour essayer de montrer objectivement que peut-être il est un peu dans le haut de la population qui consomme beaucoup ou des choses comme ça. Et puis effectivement, on va donner une information, mais de nouveau avec la technique du demander, fournir, demander. Donc ça, c'est les 3 choses à faire lorsqu'une personne elle est en précontemplation. Et surtout, il va falloir respecter le temps du patient et respecter ce qu'il va nous dire. C'est-à-dire que moi, une expérience qui m'a beaucoup appris, c'est un patient greffé où effectivement la cardiologue m'a appelé et m'a dit « Ouh là là, faut que tu viennes là, on a ce patient qui est arrivé, il est jeune, il est greffé, c'est après une toxicité Hodgkin, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment que tu viennes et puis que tu fasses, voilà, qu'on l'embarque un petit peu, qu'on voit ce qu'on peut faire pour l'aider, etc. Et puis qu'on lui parle un peu des traitements, parce que du coup, il y a quand même pas mal de traitements, etc. » Je suis OK, pas de problème. Je suis allée voir le patient et puis je fais connaissance avec lui. Donc je lui dis voilà, racontez-moi un petit peu ce qui s'est passé pour vous. Je veux pas savoir ce qui est marqué dans votre dossier, je veux savoir ce qui s'est passé pour vous et comment vous l'avez vécu. Et puis on discute, etc. Et puis donc, à la fin de l'entretien, je dis voilà, moi je suis pharmacien, est-ce qu'éventuellement ça pourrait vous intéresser qu'on puisse discuter ensemble un peu des différents traitements que vous avez à prendre aujourd'hui? Non. Et très bien monsieur, merci, ça m'a fait plaisir, merci d'avoir accordé un petit peu du temps. Et puis si jamais vous voyez que pendant ce jour-là, vous avez envie finalement qu'on discute, n'hésitez pas, je suis là tous les mardis et puis vous demandez à me voir et puis il n'y a pas de souci. Je retourne à l'office et puis je vais voir la cardiologue, je dis écoute, ça va pas être possible. Comment ça, c'est pas possible? Il veut pas. Elle me dit objectif sécuritaire, il faut quand même faut qu'on fasse quelque chose, on peut pas le laisser comme ça, c'est pas possible. Je dis oui, mais il veut pas. Donc ça sert à rien qu'on passe de l'énergie, que j'aille le bassiner avec tous les trucs que j'ai à lui dire, alors que lui, il a pas envie de les écouter. Non seulement ça va être contre-productif, mais en plus derrière, on peut être sûr que dès qu'il va me voir passer dans le service, il va partir en courant. C'est obligé. Bon, d'accord. Et puis en fait, 3 semaines après, j'ai eu un coup de fil. 12h30, la cardiologue. Je fais on va manger, c'est ça? Elle me dit non, tu vas pas manger toi. Je fais comment ça, je vais pas manger? Là, faut que tu ailles voir, monsieur Michu, parce que là, il a demandé à te voir. Ah. Je fais mais c'est bon, on va manger, puis j'irai cet après-midi le voir et tout, ça sera bien, comme ça il sera bien. Ah non, mais l'ambulance part dans 30 minutes. Ah, bon d'accord. Bon, c'était venu le temps du patient. C'était effectivement pas forcément le même accompagnement qui aurait pu être fait si on avait passé 3 semaines à se voir régulièrement. Mais par contre, ça a permis de respecter son moment et du coup, effectivement, en 30 minutes, je pense qu'on a été beaucoup plus efficace que si j'avais forcé le passage 3 semaines auparavant. Ce qui est important aussi dans cette étape-là, c'est de ne pas se centrer en fait sur l'objectif
que nous, on se serait fixé, qui serait effectivement là, en l'occurrence, faire prendre les médicaments à la personne, mais justement de connaître la globalité du patient, de lui demander comment ça se passe dans sa vie et de comprendre pourquoi, en fait, là, il n'est pas intéressé par le traitement. Et une fois qu'on aura compris sa globalité, alors après, les portes vont s'ouvrir pour aller vers le problème. Mais si on commence, pareil, un patient qui vient parce qu'il a un problème d'addiction en lui disant « Bon alors, dites-moi combien vous consommez de verres d'alcool par jour », ça ne force pas tellement la relation thérapeutique, quoi. Donc on va commencer par essayer de connaître la personne et après on va pouvoir aller tout doucement vers le problème. Mais surtout on ne va pas droit vers l'objectif tout de suite, quoi. Alors un autre élément qui est intéressant dans l'entretien motivationnel, c'est que globalement il existe 3 compétences au service de 3 styles relationnels. Les 3 compétences, donc on a à la fois le fait d'informer, d'interroger et d'écouter. Et les styles relationnels, on peut avoir un style dirigiste, on pourrait dire c'est un peu ce qu'on fait peut-être en ETP, en éducation thérapeutique du patient, où on donne beaucoup d'informations, on interroge un peu et on écoute un peu moins. En revanche, ce qu'on fait plutôt dans les entretiens de type psychanalytique, par exemple, à l'inverse, on va donner très peu d'informations, interroger un peu, mais on va surtout beaucoup écouter. Et puis, ce qu'on essaie de faire dans l'entretien motivationnel, c'est plutôt le style guidé, c'est-à-dire qu'en fait, on va à la fois informer, interroger et écouter. Et l'intérêt de ce style-là, c'est que ici, on a autant le patient que le soignant qui sont acteurs dans cette relation-là. Alors qu'ici, on va avoir un patient très actif, mais un soignant qui va, lui, être passif. Et à l'inverse, ici, c'est le soignant qui est très actif, en donnant beaucoup d'infos, mais le patient qui, lui, est passif. Donc on essaie vraiment dans une relation équilibrée, où on est là en tant que guide et en tant que partenariat avec le patient, pour essayer d'être dans ce style relationnel. Au niveau des leviers au changement, on a dans la dynamique du changement 3 grands leviers qu'il va falloir qu'on prenne en compte. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la roue du changement, finalement, notre patient, il va falloir qu'il soit convaincu que ce changement est important pour lui. Puisque finalement, tous ces jolis changements que tout le monde dit qu'il est important qu'on fasse, et pour nous, ce n'est pas important de le faire, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut également que notre patient va avoir confiance en lui, dans sa capacité à faire ce changement. Il peut tout à fait être convaincu que c'est important de le faire, mais pas du tout se sentir capable de le faire. Et donc effectivement, on travaillera avec lui sur son sentiment d'efficacité personnelle. Et puis, enfin, il va falloir que notre patient il soit prêt. Une fois qu'il est convaincu que c'est hyper important d'arrêter de fumer, par exemple, pour lui, qu'il a confiance dans moi de toute façon c'est bon, je peux arrêter quand je veux, il va falloir attendre le moment où il va dire là maintenant, c'est le moment, c'est bon, j'ai décidé, c'est demain. Et puis c'est décidé et j'ai déjà opérationnalisé comment je vais faire. Et effectivement, sans ces 3 leviers, on va avoir des difficultés et donc il va falloir qu'on travaille pour arriver finalement à faire monter finalement le patient à ces différents niveaux pour arriver derrière à avoir un changement. Alors maintenant qu'on a vu la partie théorique, on va vous présenter encore juste quelques diapositives pour les outils. Donc globalement, il y a 3 outils qu'on va vous présenter ici, que vous verrez que vous allez pouvoir de nouveau utiliser assez simplement et qui vont vous permettre de faire ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. Le premier outil qui est vraiment important, c'est cette diapo, moi que je trouve centrale par rapport à cette présentation, c'est la diapo ouvert, c'est-à-dire que ouvert sont les acronymes pour les 4 mots suivants qui sont, premièrement, poser des questions ouvertes. C'est quelque chose qu'on a peu tendance à faire en entretien, on a plutôt tendance à poser des questions qu'on appelle fermées, c'est-à-dire qui ne développent pas le discours, où le patient va répondre par oui ou par non. Et quand vous posez des questions fermées, vous êtes obligé d'en poser plein, et ça fait un peu interrogatoire. Ça ne développe pas tellement la relation de confiance et de la relation thérapeutique avec le patient. C'est quelque chose, par contre, que généralement, vous avez quand même bien l'habitude de faire. En 2-3 mots, là, vous faites comment pour poser des questions ouvertes? Parce que je suis sûre que vous savez déjà tous faire. Ça commence par quoi? Commence par comment? C'est ça. Voilà. Pourquoi? De quelle manière? Et une bonne manière de transformer une question fermée en question ouverte, c'est aussi, au lieu de demander « est-ce que ?», qui va finir forcément par « oui » ou par « non », eh bien, vous pouvez demander « qu'est-ce que ?» Comment vous faites ou qu'est-ce que vous pratiquez, etc., etc. Donc là, ça va vraiment faire développer le discours du patient et ça va permettre d'avoir non seulement beaucoup d'informations, mais surtout, si plus le patient y parle, plus de nouveau il va se sentir en confiance, qu'il vous livre beaucoup de choses et donc ça va instaurer cette relation de confiance. Donc ça permet d'explorer l'ensemble de la situation, on élabore sur le problème et puis on cherche à bien comprendre le patient. Deuxième mot-clé, c'est le V de valoriser. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on fait assez peu en France, qui est beaucoup plus peut-être américain ou voire canadien.
Et ici, c'est vrai qu'on a peu tendance à valoriser les comportements du patient. Ici, l'idée, ce qui est important, c'est de ne pas valoriser le résultat, d'accord ? Peu importe le résultat, peu importe si par exemple la personne elle a perdu 500 grammes ou 10 kilos, on va valoriser le processus de changement. De dire, bravo, vous avez commencé à changer votre alimentation, et donc ça déjà, c'est super. Après, peu importe le résultat, on valorise vraiment le processus, et ça, c'est important. À partir du moment où on fait un pas dans le changement, déjà, c'est gagné, c'est valorisant. Troisième élément, c'est le E pour l'écoute réflexive. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'en fait, ça va nous permettre de rebondir quasi exclusivement et uniquement sur le discours du patient. En fait, on va reprendre, on pourrait faire un entretien quasiment qu'avec de l'écoute réflexive, c'est-à-dire en fait, on fait la reformulation, alors soit en reflet d'émotion, reflet complexe, il y a plein de types de reflets, mais globalement, en fait, on reprend les mots du patient pour essayer soit de le faire développer ou soit de vérifier aussi une hypothèse. On peut aussi reprendre ces termes à lui, et puis le patient va dire oui, effectivement, c'est bien ça que j'ai voulu dire, etc. Donc après, il va développer. Et donc ça, c'est vraiment important aussi à utiliser dans un entretien. Dernier élément, c'est le résumé. Le résumé, il a plusieurs fonctions. En général, on le fait à minima à la fin d'un entretien, parce que de nouveau, on va réutiliser en fait avec nos mots à nous, reprendre en fait l'ensemble de ce qu'a pu dire le patient, donc avec les pour et les contre justement du changement, etc. Et puis ça permet donc de valider ce qui a été mis en place. Par exemple, si à la fin on décide de faire un plan de changement, on va dire donc on est d'accord que d'ici 1 mois vous souhaiteriez faire ceci, d'ici 6 mois cela. Et donc ça va nous permettre de valider avec le patient ce qui a été dit et de montrer qu'on a bien compris, bien écouté, et de vérifier aussi qu'on n'a rien oublié. À la fin d'un résumé, ce qui est important, c'est de poser la question, est-ce que j'ai bien résumé, est-ce que je n'ai rien oublié ? Et donc le patient peut vous dire, oui, vous avez bien résumé, mais en revanche, j'avais aussi parlé de ça, et ça, c'était pas dans votre résumé. Et là, vous voyez que vous avez oublié quelque chose d'important, vous êtes passé à côté de quelque chose, et donc là, ça peut vous permettre de rebondir là-dessus par la suite. Ça va ? Et vous pouvez aussi le faire, en fait, le résumé au milieu d'un entretien. Quand vous voyez que vous tournez un peu en rond, vous pédalez un peu dans la semoule, il y a des moments comme ça dans l'entretien où on ne sait plus trop quelle question poser, on ne sait plus trop par quel bout avancer. Eh bien, ça peut être le moment de faire justement un résumé en disant, bon, allez, on va remettre un peu tous les éléments ensemble, et puis justement de dire, est-ce que j'ai rien oublié ? Et là, parfois, ça peut relancer du coup l'entretien par la suite. Les échelles motivationnelles, donc c'est pour faire écho finalement aux 3 grands leviers dont j'ai parlé juste avant. C'est un outil qui va être intéressant puisqu'en fait, on va essayer de voir avec le patient où est-ce que lui, il en est aujourd'hui. Donc, par exemple, on va lui demander, aujourd'hui, où vous situeriez-vous concernant l'importance pour vous d'arrêter de fumer ? Et là, par exemple, le patient nous répond 8 sur 10. Et donc, du coup, ce qui va être intéressant, c'est d'explorer qu'est-ce qui fait qu'à ce jour, vous êtes à 8 et surtout, qu'est-ce qui ferait que vous passeriez à 10 et non plus à 8 ? Et du coup, effectivement, on va essayer de voir potentiellement la petite chose qui manque finalement à ce patient pour pouvoir passer à 10. Au niveau de la confiance, si vous décidiez un jour de le faire, où vous situeriez-vous concernant la confiance que vous avez en vous de réussir à faire ce changement ? Là, le patient va répondre par exemple, je suis à 2 sur 10. Alors, l'échelle de confiance est généralement assez basse. Et du coup, effectivement, un 2 sur 10, c'est vachement bien parce que ce n'est pas un 0. Donc, du coup, on va rebondir sur finalement, qu'est-ce qui fait que vous êtes à 2 et non pas à 0 ? Puisqu'effectivement, c'est déjà bien d'être à 2. Enfin, la disposition. À combien estimez-vous aujourd'hui le sentiment d'être prêt à arrêter de fumer ? Le patient nous dit qu'il est à 5. Et du coup, on va lui demander qu'est-ce qui permettrait qu'il se situe finalement à 7 plutôt qu'à 5. L'idée qu'on va avoir dans l'utilisation de cet outil, c'est pas de savoir si on est à 8, à 7 ou à 5 ou à 2. On s'en fiche. Mais par contre, c'est ce qui va permettre au patient de se positionner et finalement de réfléchir à qu'est-ce qui fait qu'il a mis ce chiffre-là. Et du coup, ça va nous donner potentiellement des idées qu'il va pouvoir nous redonner quand on va faire la suite ou par exemple quand on va faire la balance décisionnelle. Alors la balance décisionnelle, donc de nouveau, c'est vraiment uniquement lorsque les personnes sont dans l'étape de contemplation, d'accord ? On ne le fait pas avant, on ne le fait pas non plus après, on va le faire vraiment à cette étape-là. Et c'est important vraiment de prendre le temps. C'est le moment crucial où on va développer les pour et les contre du non-changement et les pour et les contre du changement. Donc ici, on va développer les bénéfices. Alors ici, on a mis à consommer si c'est des produits, mais ça peut être autre chose. Les inconvénients à arrêter. Et donc, on fait d'abord dérouler le discours pessimiste. On commence par ça parce que de nouveau, ça va nous donner des billes pour la suite. Ça va nous donner des éléments sur quelles vont être potentiellement les barrières. Parce qu'en fait, il va vous dire effectivement tout ce qui est bien actuellement.
Et dans ce qui est bien actuellement, eh bien, il y a des choses qui vont être difficiles à changer pour lui. Et donc, on va essayer de regarder comment on peut amener ça différemment. Et puis de l'autre côté, en revanche, on va essayer de développer les inconvénients à consommer, les bénéfices à arrêter, et donc ici faire développer le discours optimiste. Et ce qui va vraiment être important, c'est de terminer l'entretien par ça. D'accord ? On va le revoir dans ce qu'on appelle le slalom décisionnel. Mais globalement, l'idée, c'est de finir l'entretien par le discours optimiste qui va du côté du changement. Donc là, l'idée, c'est d'amener vraiment le patient à faire pencher la balance du bon côté. Alors parfois, ça nécessite plusieurs entretiens, on ne le fait pas forcément en un seul entretien. Tout dépend là aussi du comportement, s'il est ancré depuis, 10 ans, par exemple quelqu'un qui consomme depuis 10 ans, c'est pas la même chose que quelqu'un qui vient de commencer à fumer, par exemple, et puis pour qui, en 2-3 entretiens, ça peut tout à fait se résoudre assez rapidement. Donc là, ça va dépendre de l'ancienneté du comportement. Mais globalement, l'idée, ça va être donc de faire dérouler ce discours optimiste qui va prendre le pas sur le discours pessimiste. Donc ça, c'est vraiment l'idée de la balance décisionnelle. Ça va ? Alors, autre élément, donc spontanément, ce qui est intéressant de constater, c'est que la plupart du temps, les patients ont tendance à nous lister les avantages du non-changement, d'accord ? Et puis les inconvénients du changement. Spontanément, c'est ce qui vient dans le discours du patient, puisque justement, ce sont les éléments coûteux qui vont aller du côté du changement. Et donc ça, c'est ce qu'il va nous dire souvent dans un premier temps. Très bien, on va les accueillir, on va les récupérer, on va prendre note de tout ça. Nous, notre rôle en tant qu'intervenant, ça va être aussi de lui faire lister les inconvénients du non-changement. Et puis surtout, comme je disais, de terminer par les avantages du changement. Et donc ça, c'est vraiment fondamental pour de nouveau lui donner l'élan, l'insufflation vers le changement pour la suite. Et donc, on va essayer de faire circuler tous ces éléments-là pour essayer d'avoir l'ensemble des éléments des pour et des contre. On a choisi de vous faire une diapo à retenir, mais avant la fin. Alors, je vois des sourires. Vous ne dites pas qu'on va vous libérer tout de suite parce que ce n'est pas le cas. C'est juste qu'on va finir par une petite mise en application d'un outil qu'on peut utiliser au quotidien. Et que du coup, on s'est dit, on fait les messages à retenir et derrière, on vous fait travailler un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on retient finalement sur l'entretien motivationnel ? Qu'il faut qu'on soit centré sur le patient, qu'il faut qu'on ait une attitude empathique. Bon, jusqu'ici, ces deux choses-là, c'est quelque chose qu'on a quand même bien l'habitude de faire dans l'accompagnement du patient au quotidien. Qu'il faut qu'on évite le style confrontationnel et que du coup, on essaye de laisser de côté nos bons vieux réflexes correcteurs qui sont normaux, mais il faut juste qu'on arrive à se modérer un petit peu et à éviter de les transmettre, pour derrière éviter que notre patient se retrouve dans la confrontation et finalement se mette à devenir résistant. Mais ce qui est bien, c'est que vu qu'on sait comment identifier la résistance, et vous nous l'avez montré dans les phrases, puisque vous avez tous su bien nous dire quand on était en résistance et quand on était en ambivalence, eh ben, on va pouvoir l'identifier pour surtout ne pas la forcer et montrer au patient qu'on a vu qu'effectivement on était allé trop loin, mais que par contre, c'est pas pour autant qu'on n'est pas là pour l'accompagner, puisque on est là quand même pour tout entendre et pour l'aider. Et ça, c'est quand même très important, et non pas pour le juger. Et donc derrière, effectivement, on ne va pas laisser la résistance briser la relation de confiance qu'on a mis du temps à monter, et surtout la relation de confiance en soi du patient qu'on pourrait défaire en culpabilisant. On va renforcer son sentiment en liberté de choix. De toute façon, on ne peut rien lui imposer puisque quand il va être à la maison, il est seul face à lui-même et il fera bien ce qu'il aura envie de faire au final. Alors par rapport à ça, ce qui peut être intéressant, parce que parfois c'est vrai que les patients, ils n'ont vraiment pas d'idée de choses qu'ils pourraient mettre en place et donc ils vont vous solliciter. Ils vont vous dire, non mais c'est vous le spécialiste, dites-moi qu'est-ce qui se fait habituellement, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et donc là, effectivement, on peut, à ce moment-là, si vraiment la personne n'a pas d'idée, lui proposer. Mais ce qu'on fera, c'est qu'on proposera toujours un panel de solutions en disant, voilà, il y a des solutions qui marchent en fonction des différentes personnes. On ne peut pas savoir à l'avance qu'est-ce qui sera bon pour vous. Donc voilà ce qui a marché. Il y a ça, 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 ça. Par exemple, ça peut être le patch, ça peut être la cigarette électronique, bon, je ne sais quoi. Et donc, à partir de là, on va lui renvoyer de nouveau la décision, donc pour renforcer son sentiment de liberté de choix, en lui disant, maintenant, vous, parmi toutes ces solutions dont je vous ai parlé, qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux ? Donc de nouveau, c'est lui qui va quand même être en position de choix. Donc même si on lui a proposé plusieurs choses, c'est lui qui, in fine, va choisir sa propre solution. Et donc s'il repart avec ça, il sera plus convaincu du fait que ça va être bénéfique pour lui parce que c'est lui qui l'a choisi. D'accord ? Ça n'a pas été imposé. Et surtout, c'est lui qui avait demandé qu'on l'aide. Oui, c'est ça. Alors ici, on vous a mis quelques références bibliographiques. Donc c'est vraiment Miller et Rolnick, la référence dans le domaine. Mais bon, globalement, ils sont vraiment basés sur Carl Rogers, qui est vraiment très ancien, qui avait fait sur les thérapies humanistes et puis donc justement sur l'écoute, l'empathie, etc.
Donc en fait, ils ont juste bien structuré les choses. Et donc vous avez un premier ouvrage qui est l'entretien motivationnel, un deuxième plus sur la pratique de l'entretien motivationnel, un troisième, alors qui marche aussi très bien avec les adolescents, les jeunes adultes. Il faut savoir que l'entretien motivationnel, c'est quelque chose qui marche très bien avec les ados. Typiquement, on a des ados, notamment dans les maladies chroniques telles que le diabète, qui vont être en refus de leur traitement à ce moment-là, parce que justement, pendant toute leur enfance, ce sont leurs parents qui ont géré, régulé le traitement, etc. Et en fait, au moment de l'adolescence, eh bien, ils sont en rébellion par rapport à leurs parents et donc, évidemment, par rapport aussi aux soignants et à la maladie. Et là, l'idée, c'est au contraire, plutôt que de forcer en disant « Non, mais écoute, c'est important, faut que tu prennes ton traitement, tu ne te rends pas compte des risques, etc. » Au contraire, justement, là, on va dire bah, « Tu as raison, maintenant, tu es un grand, donc on va lui rendre son autonomie. » Et on va justement lui laisser choisir, en évidemment l'informant et en l'accompagnant. Mais l'idée, c'est de lui dire, bah, effectivement, maintenant, c'est toi qui es responsable de ta santé, de ta maladie. Tu es assez grand pour ça. Donc maintenant, c'est toi qui vas devoir gérer les choses. Et plus on va le mettre face à sa responsabilité, et plus lui, il va devoir gérer les choses parce qu'il sent qu'il n'est pas obligé de le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui marche assez bien. Et après, on a aussi un ouvrage spécialisé sur la santé mentale. Vous avez également ici le lien, si jamais vous voulez faire les formations, donc via l'AFDEM, donc l'Association française de diffusion de l'entretien motivationnel. Moi, je ne suis pas dedans, mais je me suis formée avec eux, donc j'ai beaucoup apprécié. Donc 3 jours niveau 1, 3 jours niveau 2, quelques temps après. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que même là, avec l'initiation que vous avez eue, on ne peut pas dire que vous êtes formé, mais vous êtes initié, vous pouvez déjà commencer à essayer de mettre en place des choses. Par exemple, les questions ouvertes ou la reformulation, ou faire un résumé, ou utiliser les échelles motivationnelles, ou la balance décisionnelle. C'est des choses qui sont assez simples comme outils, mais de nouveau qui peuvent vraiment aider dans l'accompagnement au changement du patient. Et maintenant, on va vous faire un petit peu travailler. Alors juste avant ça, est-ce qu'il y a quelques questions avant qu'on vous lance la mise en situation? Des choses pas claires ou des choses sur lesquelles vous vouliez réagir, rebondir? Ouais. Pour suivre un patient? Alors, pour suivre un patient, donc, comme je disais, en fait, c'est très dépendant. C'est-à-dire que globalement, souvent, les études, elles montrent qu'en déjà 4-5 entretiens, on arrive déjà à avoir un changement pour des comportements, on va dire, qui ne sont pas ancrés depuis des décennies chez le patient, d'accord, qui ne sont pas trop problématiques. Après, de nouveau, si on part sur des choses telles que les addictions lourdes, telles que l'alcool ou des produits qui sont consommés depuis longtemps, évidemment qu'il faudra plus que 4 entretiens. Mais pour des changements de comportement qui sont, on va dire, plus faciles à initier, généralement, avec 3-4 entretiens, on considère qu'on a déjà une efficacité assez relative, donc ce n'est pas si long que ça. Après, par rapport à la formation personnelle, là, Miller et Olny qui disent bien dans leur ouvrage que c'est comme quand vous apprenez à conduire. Hein, au début, vous êtes obligé de penser à tout, donc à penser à mettre l'embrayage pour changer la vitesse, à mettre le clignotant, etc. Donc au début, il y a plein de choses auxquelles il faut penser quand on conduit, et donc les premières semaines, c'est très difficile. En revanche, après, ça devient vraiment pilote automatique. Vous savez tout faire spontanément parce que vous avez beaucoup pratiqué. Là, ça va être pareil. Au début, vous allez devoir vous obliger un peu à réfléchir. Tiens, il faut que j'essaie de poser des questions ouvertes, j'essaie de faire ceci, cela. Et puis, petit à petit, vous allez le faire spontanément et ça va être plus facile. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer de temps en temps de se fixer un peu des objectifs en disant « Allez, j'essaye d'intégrer ça dans mon entretien, voir ce que ça produit. » Et puis après, petit à petit, ça va devenir beaucoup plus naturel. Ce qui est important, c'est que l'entretien motivationnel, c'est quand même un esprit et une façon d'aborder les choses. Et du coup, c'est quand même quelque chose qui va potentiellement changer la façon dont on va aborder notre patient. Et du coup, ça va apporter aussi déjà rien que ça, le fait de prendre le patient à contre-pied, de lui dire finalement, au lieu d'essayer de vous convaincre de pourquoi est-ce que c'est hyper important que vous preniez quand même votre traitement parce que quand même c'est important, finalement, pourquoi pour vous c'est bien de ne pas le faire, on le prend un peu à contre-pied par rapport à tout ce qu'il a pu entendre différemment par les autres personnes qui sont arrivées avant. Et du coup, c'est aussi important d'avoir effectivement cette façon de faire, plus dans le sens que ça va être complémentaire. Et ça va permettre effectivement d'avoir une vraie relation de confiance avec le patient. Et après, cette façon de faire, la valorisation, etc., c'est aussi des choses qu'on peut extrapoler. Et on a même le droit de valoriser les gens au quotidien. Donc ça peut servir même plus loin. Voilà, on peut s'entraîner, effectivement. Et il faut savoir, c'est beaucoup plus confortable de faire un entretien de type motivationnel qu'un entretien, on pourrait dire, un peu plus classique. C'est-à-dire que vous allez dépenser beaucoup plus d'énergie quand vous allez essayer de trouver, vous, les solutions à la place du patient. Alors que si vous êtes en mode entretien motivationnel, c'est le patient qui doit faire tout le boulot. Vous êtes juste là en guide, en essayant d'aider. Et donc, c'est vraiment, vous posez juste
des questions ouvertes où vous reformulez, et c'est le patient qui, lui, doit trouver ses solutions. C'est beaucoup plus confortable, vous avez beaucoup moins d'énergie à dépenser, et c'est beaucoup plus efficace. Ce qui, par contre, peut être plus difficile au début, c'est que potentiellement, il faut éviter d'essayer de réfléchir finalement à la prochaine question que je vais poser, ou finalement, oh là là, ce gros blanc-là, il faudrait quand même que je le compte, parce que quand même, ça m'embête, je suis mal à l'aise. Et il faut vraiment qu'on arrive à se mettre dans un changement de posture. Donc c'est vrai que pour ça, l'idéal, c'est quand même effectivement d'essayer d'évoluer sur soi-même aussi et sur sa façon de faire. C'est-à-dire que rien de mieux qu'une jolie démarche réflexive où finalement, aujourd'hui, j'ai fait 5 entretiens avec des patients et finalement, qu'est-ce qui a bien marché dans les entretiens que j'ai fait avec mes patients, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, et puis pour mes entretiens de demain, qu'est-ce que je me donnerais moi-même comme conseil pour que ça marche mieux. Et finalement, cette démarche-là va faire que petit à petit, on s'améliore quand même, et puis surtout, on se pose un peu différemment et on est du coup beaucoup plus efficient. Est-ce qu'il y en a qui voulaient faire un retour sur les quelques personnes qui utilisent l'entretien motivationnel, sur le bénéfice ou comment ça fonctionne on considère en fait c'est beaucoup plus ce qu'on appelle efficient, c'est-à-dire qu'en fait parfois on a l'impression de perdre un petit peu plus de temps au début, mais finalement c'est pour avoir un effet durable dans le temps. Donc finalement c'est de nouveau, on va avancer de manière durable, on ne va pas faire un pas en arrière, un pas en avant, 3 en arrière. On va peut-être avancer plus doucement, mais en tous les cas au moins on ne reculera pas par la suite. Donc ça c'est important. Mm. 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 Ouais. Ouais. C'est pour ça que l'idéal, c'est que toutes les équipes se forment pour être vraiment sur le même ton. Moi, je me souviens vraiment de la grosse différence qu'il y avait eu entre le niveau 1 et le niveau 2 quand je m'étais formée, notamment avec des médecins, où on voyait qu'en niveau 1, on était quand même beaucoup dans réflexe correcteur, etc. Dans le niveau 2, ce qui était vraiment flagrant, c'est que les médecins, enfin, je dis les médecins, mais en général les soignants, avaient vraiment accepté le rythme du patient. Ils disaient, moi maintenant, je sais que quand le patient n'est pas prêt, ça ne sert à rien d'avancer et puis de lui donner plein d'infos et de le forcer. De toute façon, ça ne sert à rien, il n'est pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Et donc vraiment, ce respect du rythme du patient, c'est un point crucial et on l'a bien vu. Donc quand ils sont prêts, eh bien, ils vont recevoir les informations et ça va être pertinent. Mais si ce n'est pas le bon moment, ça ne sert à rien d'enfoncer des portes qui de toute façon vont rester porte close, quoi. Là, vous l'avez déjà un peu dans les stats. C'est-à-dire que ce qui va être important, c'est vraiment le stade. C'est-à-dire de nouveau, globalement, on considère qu'on a à peu près 15% de gens qui vont être en pré-contemplation. Et là, de nouveau, on va être avec les patients les plus difficiles, qu'il va déjà falloir passer en contemplation et après traiter l'ambivalence. Donc là, on a beaucoup de boulot. Mais en revanche, la majorité, on dirait plus de 60% des gens sont dans l'étape de contemplation, donc sont ambivalents. Et ceux-là vont être vraiment réceptifs à l'entretien motivationnel, pour le coup. Donc c'est quand même plutôt la majorité. Après, moi, j'irais même carrément plus loin. C'est-à-dire que dans la démarche, est-ce que les patients vont être prêts à ce qu'on écoute leurs vraies préoccupations et leurs vraies problématiques au quotidien? C'est difficile de dire qu'ils répondraient non. Mm. Alors je pense que déjà pour un patient, alors on ne dira pas résistant, mais en pré-contemplation, effectivement déjà, il va falloir donc donner les infos comme on a vu, nouer la relation de confiance, etc. Mais après surtout le laisser maturer, c'est-à-dire que c'est pas la peine de faire des consultations toutes les semaines. S'il est en pré-contemplation, on va d'abord laisser un peu maturer les choses, et après on va le revoir peut-être, je sais pas, 1 mois, 2 mois plus tard pour essayer de voir si ça a évolué. Mais c'est pas la peine de mettre des rendez-vous très rapprochés pour quelqu'un qui est pas prêt à changer. En revanche, pour quelqu'un au contraire qui lui est dans l'étape de changement, là on peut peut-être planifier sur du court, moyen et long terme les étapes qu'il aura lui-même définies, qu'il voudra atteindre. Et là, de nouveau, en quelques séances, des fois, ça peut tout à fait avancer relativement vite. Donc par contre, souvent, une remarque, c'est on nous dit effectivement on n'a pas le temps d'utiliser un entretien motivationnel, ça prend plus de temps qu'un entretien classique. C'est pas vrai, c'est en fait une autre manière d'utiliser le temps dans un entretien. Mais ça prend pas forcément plus de temps. C'est juste qu'on va beaucoup laisser parler le patient et du coup on va avoir plus d'informations pour ensuite l'accompagner de manière optimale pour la suite. Du coup, on va vous demander de vous rassembler par deux
Donc il y en a un qui va faire le patient et puis l'autre qui va être intervenant. Et on va vous demander que le patient choisisse un comportement qu'il aimerait changer. Alors ça peut être un comportement à vous ou complètement un comportement d'un patient que vous avez eu. Et l'intervenant va tenter de guider le patient par des questions ouvertes et éventuellement de la reformulation pour explorer le pour et le contre du statu quo et le contre puis le pour du changement. Alors juste on précise on précise une petite chose importante, c'est que quand on fait des jeux de rôle comme ça, alors ça va durer que 5 minutes parce qu'on arrive à la fin, mais déjà en 5 minutes ça permet de voir un peu comment utiliser ça. On essaie de jouer s'il vous plaît, encore, il reste plus que 5 minutes d'attention. Donc on essaye de jouer ce qu'on appelle un patient pas trop vache, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas être un patient trop résistant justement, et on n'est pas en pré-contemplation, on est déjà dans contemplation, donc dans l'ambivalence, d'accord ? Donc on considère que le patient il est déjà un peu informé, il est ambivalent par rapport à un changement, donc je dis le patient mais ça peut être aussi vous-même, hein. Et à ce moment-là, le soignant, lui, il va essayer donc d'utiliser le fameux slalom décisionnel. Donc pour ça, il va faire développer les bonnes choses actuellement, les moins bonnes choses actuellement, les moins bonnes choses du changement, mais surtout il va finir par les bonnes choses du changement, d'accord ? Donc c'est un peu ce qu'on a vu dans la balance, mais là c'est en mode slalom. L'idée c'est peu importe comment vous le mettez, dans quel ordre au début, peu importe, ce qu'il faut c'est vraiment finir par ça, les bonnes choses du changement, ça va ? Donc on vous laisse 5 minutes, on vous fait le top final quand c'est terminé, et on débriefe juste en 2 minutes, et puis on vous lâchera, ça va ? Mais il y a aussi ne serait-ce que l'accompagnement quotidien avec cette posture qui va permettre aussi de différentes. Tout à fait. Tout à fait.
Ok, les 5 minutes sont écoulées. On va vous demander d'arrêter le jeu de rôle. Alors, C'est difficile quand on est juste, dedans. on va vous demander d'arrêter. Vous pourrez continuer par la suite si vous le souhaitez. On va juste débriefer en 2 minutes sur quelles ont été vos difficultés éventuelles rencontrées. Qu'est-ce qui a été compliqué dans le jeu de rôle? De commencer? De commencer? Par où on commence? Oui. De ne pas apporter de solution. Ouais. Donc justement, de se réfréner dans le réflexe correcteur. Hein. Donc ça, c'est déjà important d'en prendre conscience, parce que quand on fait le jeu de rôle, justement, on se rend compte que le naturel revient au galop, mais déjà, de s'en rendre compte, c'est bien. Ça veut dire que déjà, vous percevez. OK? S'il vous plaît. Chut. Oui. 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 Alors c'est vrai qu'il faut connaître en tant que professionnel un minimum effectivement d'éléments sur la situation, mais de nouveau, c'est pas à nous de les donner, sauf si on est sollicité, que la personne est vraiment à court d'idées et d'arguments. Mais c'est normalement la personne qui doit essayer de trouver ces solutions. Et surtout dans ce type d'entretien, du coup, effectivement, l'objectif, c'est vraiment de faire le point sur ce que notre patient il va avoir comme argument lui, pour vraiment avoir sa problématique et son point de vue à lui. Par contre, il est effectivement possible qu'à ce moment-là, le patient il soit à un stade où finalement il n'y a pas encore, il voit pas encore les solutions, mais du coup, dans un deuxième temps, on passera, mais pas sur cet entretien-là, sur effectivement, est-ce que vous souhaiteriez qu'on réfléchisse ensemble? Est-ce que vous seriez d'accord que je vous donne quelques petites astuces qui ont pu marcher sur d'autres personnes? Et du coup, on demande son autorisation, on demande ce qu'il en sait, on fournit, on redemande ce qu'il en a compris et ce qu'il en ferait. Mais dans un deuxième temps. D'autres retours? Donc vous voyez que c'est pas très compliqué, mais c'est pas si simple non plus effectivement au début. Mais de nouveau, l'idée c'est que vous puissiez juste changer des toutes petites choses dans l'entretien et considérer que vous allez pouvoir essayer d'initier vous aussi un changement par rapport à ça. Donc on vous remercie vivement pour votre attention et votre participation active et efficace. Et donc si vous avez d'autres questions, on reste à votre disposition pour la suite. Quelque chose de très très important, c'est que là vous avez fait une expérience du slalom. En pratique, le slalom décisionnel est un outil qui marche très bien, mais il faut au moins en avoir essuyé une bonne dizaine pour être à l'aise et arrêter de réfléchir à mince dans quel sens il fallait que je pose les questions déjà. Donc surtout, n'abandonnez pas là. Il faut ça un peu vaut plus le que coup 5 de minutes. recommencer, de réessayer. Merci à vous.